coup d'envoi des commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie avec les premières cérémonies à Plumelec en hommage aux maquisards et aux SAS français, puis à Saint-Lô tout à l'heure aux civils morts pendant la guerre. Le président Macron a salué la mémoire de ceux qui ont contribué à notre libération et qui se sont levés pour combattre le nazisme. Et les cérémonies, ce sera aussi à Caen tout à l'heure, cérémonie d'hommage aux fusillés de la prison de Caen. De son côté, le roi Charles III était à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, pour lancer lui aussi avec beaucoup d'émotion les célébrations. Avant de rejoindre demain les côtes normandes pour le D-Day, on rejoindra nos envoyés spéciaux sur place. L'enquête sur la fusillade de Saumur se poursuit. Toujours aucune trace des tireurs qui ont fait un mort et un blessé à la terrasse d'un café. On se penchera aussi sur Clamart et ce délinquant de 14 ans qui a tué un automobiliste lors d'un refus d'obtempérer. On entendra la colère des habitants. Enfin, l'homme le plus recherché de France, Mohamed Amra, est toujours introuvable. 3 semaines après son évasion, de nouvelles images le montrant en train de fumer tranquillement la chicha dans sa cellule de la prison de la Santé ont fait leur apparition. On entendra d'ailleurs le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, expliquer quelque chose d'assez embrouillé à propos des brouilleurs, justement, installés dans les prisons. Ce sera dans cette édition dans Punchline. On est avec Denis Jacob, porte-parole du syndicat de police alternative. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Merci d'être avec nous. On va commencer par les commémorations, évidemment. Écoutons ce soldat américain, ce vétéran américain. Vous voulez y retourner? Oui, je veux revoir la plage. Était-ce important pour vous de revenir? Absolument. Si vous aviez 101 ans, vous voudriez revenir également. Terrible. Certains de nos jeunes camarades ne sont jamais arrivés sur la plage. C'était si terrible que nous avons dû leur passer dessus pour arriver sur la plage. Voilà à quel point c'était terrible. Vous vous en souvenez encore très bien? Ah oui, croyez-moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Aviez-vous peur? Je me réveille parfois la nuit en y repensant. Voilà, Robert Gibson, 101 ans, Denis Jacob. Pareil, il dit, voilà, il faut y aller. C'est des propos qui sont toujours émouvants, effectivement, qui sont empreints d'une très grande humilité. Ça, c'est à souligner. Ils ne se gargarisent pas d'être des héros. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Et puis, ça nous ramène quand même à l'essentiel, c'est-à-dire au devoir de respect. Et dans une société tellement tendue actuellement, où tout le monde s'invective, s'agresse, peut-être pas oublier que nous avons des milliers et des milliers d'hommes, de jeunes hommes, qui sont morts pour que nous vivions en liberté, que nous puissions avoir la liberté d'expression, et que certains feraient mieux aussi de se le rappeler à l'heure où nous vivons. Voilà, ça serait pas mal. Si vous me permettez, je voudrais aussi avoir une pensée pour mes collègues, ceux qui se sont soulevés contre l'occupation nazie et qui ont aussi, au niveau de la préfecture de police, se sont mobilisés, sont morts aussi pour libérer Paris et faire en sorte que nous retrouvions notre liberté. On va évoquer aussi ce grave accident ce matin à La Rochelle, en Charente-Maritime. Une automobiliste de 83 ans a percuté un groupe de 12 enfants qui étaient à vélo. Ils se rendaient depuis leur centre aéré vers un parc pour une course d'orientation. Au moins 7 d'entre eux sont très gravement blessés, 2 en urgence extrême, 2 en urgence absolue. Les enfants ont été accompagnés de 2 personnes. Ils sont âgés de 7 à 11 ans et ils portaient tous l'équipement de sécurité, mais ça n'a pas suffi évidemment face à une voiture. On va écouter le témoignage d'un habitant qui a assisté à l'accident. J'étais dans mon jardin, j'ai entendu un choc effroyable. Et puis j'ai levé la tête, j'ai vu une voiture jaune qui a percuté une voiture juste devant chez moi. Et j'ai vu des vélos voler, j'ai 1 ou 2 vélos voler avec une petite fille qui est tombée plus loin. Et je suis sorti tout de suite. Et donc là, j'ai vu les dégâts avec tous les enfants au sol. Voilà. Puis les vélos tordus, des gens qui criaient. Puis j'ai appelé la police et puis les pompiers. Et la personne qui a percuté a continué sa route. Elle a été arrêtée un peu plus loin, mais à 150 mètres, 200 mètres. Là. Oui, elle n'a pas freiné. Terrible, terrible. Ça relance évidemment, Denis Jacob, le débat sur les permis de conduire, repasser le permis de conduire régulièrement à partir d'un certain âge. Est-ce qu'il faut en arriver là ? C'est un vrai sujet, effectivement. Alors, c'est une affaire malheureuse qui va relancer le débat là-dessus, mais je pense effectivement qu'il faut trouver des mesures qui permettent de vérifier si, à partir d'un certain âge, la personne a toute l'aptitude pour conduire. Moi, je suis personnellement concerné, décidément, à chaque fois que je viens vous voir, j'ai toujours une anecdote, mais j'ai quelqu'un de ma famille qui a 95 ans,
qui conduit toujours. Et on a fait valoir auprès de son médecin qu'elle n'était plus vraiment en capacité. Et son médecin considère que si. Ouais. Et donc, on ne peut rien faire. Donc là, il faut voir si l'autorité préfectorale peut aller au-delà d'un avis médical. Enfin, il y a des situations où on a des personnes âgées qui ne sont plus en mesure de conduire et il faut... pour elle-même, mais surtout pour autrui, quoi. Enfin, je dirais malheureusement, elle se tue. C'est dramatique, mais elle se tue. Mais si en plus elle tue d'autres personnes, comme c'est le cas à La Rochelle, il faut poser la question du contrôle médical des personnes à partir d'un certain âge, comme c'est le cas pour les chauffeurs poids lourds. Hein, qui eux ont des visites obligatoires. On va continuer. On va parler d'un autre accident, mais cette fois dû à un refus d'obtempérer. Ça s'est passé à Clamart, avec un automobiliste qui est mort. Il a été percuté de plein fouet par la voiture d'un jeune délinquant de 14 ans. Voiture volée, bien sûr. Le délinquant avait un vrai passif judiciaire. Il avait été notamment reconnu coupable en décembre dernier de vol avec violence. On va écouter là aussi des témoignages de la colère des habitants de Clamart, en fait, parce qu'ils réalisent bien ce qui s'est passé en réalité, qu'un homme est mort à cause d'un refus d'obtempérer. Il y a aussi le fait que les policiers, là, pratiquement n'osent plus intervenir sur les refus d'obtempérer, Denis Jacob. Mais moi, je suis scandalisé par cette affaire, parce que, d'ailleurs, j'avais mon collègue qui était sur votre plateau hier, et je vais être redondant, je vais dire exactement la même chose parce qu'il faut le dire. De ce qu'il a dit. Aujourd'hui, on a un mineur de 14 ans qui était sous contrôle judiciaire, qui a des antécédents, qui est au volant d'une voiture volée, qui va tuer un automobiliste d'une trentaine d'années. 34. Personne n'en parle. Enfin, personne n'en parle. Les médias en parlent, mais il n'y a pas de montée en puissance de la population. Qu'est-ce qu'on aurait dit si, une fois de plus, mes collègues l'avaient intercepté et neutralisé en utilisant son arme de service ? Et là, j'ai pris des volets de bois vert quand j'ai fait un tweet là-dessus, en disant que j'étais un bon facho. Mais franchement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut laisser faire. Donc il faut que les collègues n'interviennent pas et qu'on laisse partir un individu comme ça. Et je dis un individu, malgré que ce soit un gamin de 14 ans, un individu comme ça qui va aller tuer. Et quand on lui dit oui, mais il ne faut pas que les policiers utilisent leurs armes de service, il y a près de 5 millions d'interventions de police en France. Il y a eu en 2023 43 usages d'armes sur des refus d'obtempérer. Donc quand on me refait, ça a été le projet de loi de M. Vico, j'ai échangé avec lui là-dessus, sur le fait qu'il fallait revoir la loi de 2017 qui assouplissait l'utilisation de l'arme. S'il y avait cet assouplissement, ce soi-disant permis de tuer, c'est pas 43 utilisations d'armes de service qu'on aurait, ce sont des centaines et des centaines face à tout ce qu'on vit au quotidien. Et moi, je ne peux pas ne pas faire le parallèle avec l'affaire Naël. Donc moi, je ne vais pas préjuger de la conclusion de cette affaire, mais rappelons quand même qu'avant qu'il y ait ce drame où ce jeune a été tué, il a quand même failli tuer un piéton et un cycliste. Donc il y a une mise en danger d'autrui. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors il peut y avoir des dispositifs alternatifs pour intercepter quelqu'un qui refuse d'obtempérer, mais quand on n'a pas d'autres moyens, eh bien mes collègues doivent utiliser leur arme de service dans le cadre de la légitime défense. Pour eux, à minima, mais surtout pour autrui. Là, le jeune de 14 ans, il avait été condamné à un module de réparation. Ouais. Voilà, je vous mets déjà au défi de me dire ce que c'est un module de réparation. Vous savez, Laurence, j'ai été confronté à cette situation dans ma carrière, où vous avez une fraction de seconde pour savoir si vous allez tirer ou pas. Moi, j'ai tenu en joute des individus qui étaient signalés comme des braqueurs. Ce n'en était pas. J'ai pas tiré, fort heureusement, mais des braqueurs armés. Enfin, je veux dire, le policier, quand il est face à cette situation, il a une fraction de seconde pour déterminer si sa vie est en danger, si celle d'autrui est en danger, et s'il doit neutraliser un individu. Et ça, on le répète pas assez. Karim a raison de dire que les policiers font rarement usage de leurs armes. Et Geoffroy Lejeune. Et là, en plus, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu bloquer la voiture du jeune délinquant. Mais bien sûr, mais vous vous rendez compte derrière ce qui se passe. Malheureusement partir. Le policier, il est mis en garde à vue, en détention provisoire. Enfin, la médiatisation. Enfin, derrière, il y a des conséquences psychologiques aussi sur le fonctionnaire de police. Il ne faut pas le. Je voudrais ajouter très rapidement, Laurence. Ces jeunes-là connaissent la loi mieux que nous. Et ils savent pertinemment qu'en tant que mineurs, quand ils vont atteindre leur majorité, leur casier judiciaire va être mis à 0. Quand on devient majeur, tout ce que vous avez fait en tant que mineur ne compte plus. Vous repartez à 0. Quelle que soit la condamnation de Alors non, pas au niveau du crime, mais au niveau des délits. Au niveau des délits, tout ce qui est petit délit, eh bien, à la majorité, c'est effacé. Et ils le savent.
Ils le savent jusqu'où ils peuvent aller dans leurs actes. Et donc, forcément, on a ce genre de gamins multirécidivistes. Et ça pose une nouvelle fois le débat sur la délinquance des mineurs aujourd'hui. Allez, un petit mot sur Saumur, fusillade à Saumur. Pareil, petite ville, tranquille, le cadre noir de Saumur. On se dit que c'est pas là qu'une fusillade entre trafiquants va se dérouler. Et pourtant, on a même eu une vidéo du tireur en train de s'enfuir qui a été diffusée. Explication d'Augustin Donadieu. L'autre, regarde, il a un gun, il a tiré et tout. Sur cette vidéo, prise quelques secondes après les faits, Il a tiré sur je sais pas qui. les cris des passants témoignent de la violence de la fusillade qui vient d'avoir lieu. Sur cette vidéo prise lundi, l'auteur des tirs qui vient d'abattre de sang-froid un jeune homme de 21 ans et de blesser un second de 20 ans prend la fuite. 2 jours après les faits, il est toujours recherché par la police. Les investigations sont en cours pour identifier et retrouver le tireur et d'éventuels complices. Selon la magistrate, le mobile du crime serait une dette d'argent. Certains parlent de 80 €. Denis Jacob. Oui, je confirme ce que dit Karim. Malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, la violence, elle est partout, dans les petites communes. En l'occurrence, à Saumur, ça pourrait, je le mets au conditionnel parce qu'on n'a pas encore la finalité de l'enquête, mais ça pourrait aussi être lié au trafic de stupéfiants, donc ce qui témoigne qu'on a une espèce de maillage territorial avec une déconcentration des grandes métropoles vers les petites villes de tout le trafic de drogue. Et puis, il y a ce sentiment d'impunité, c'est même plus qu'un sentiment au niveau de... Je ne veux pas faire le débat de police contre justice, mais je suis désolé, plus rien n'arrête personne. Quand on voit l'affaire d'Orange, où cette femme qui prend un coup de klaxon... Prend un coup de couteau à la tête. Prend un coup de couteau et que l'agresseur, dans la voiture. une femme également, se prend 12 mois de prison, 8 avec sursis et 4 sous bracelet électronique. Mais franchement, quel message pour une agression aussi violente. Il y a même pas. Alors, les prisons, on va faire le refrain. On y va. Les prisons sont pleines, il n'y a plus de place. Oui, mais à un moment donné, l'argument des prisons pleines ne doivent pas laisser une certaine latitude souple dans les condamnations. On va juste écouter Éric Dupond-Moretti qui a été interpellé hier à l'Assemblée nationale sur la situation dans les prisons, notamment le fait que Mohamed Amra avait pu téléphoner depuis sa prison. Écoutez ce qu'il a dit, c'est vraiment emmêler les pinceaux. Nous avons fait l'économie d'un certain nombre de transfèrements, bien sûr, et puis politique de transfèrement permettant de prendre le haut du spectre, les détenus du haut du spectre, pour aller là où il y a des brouilleurs. À ce titre, je voudrais vous rappeler qu'en 2017, il n'y avait aucun brouilleur, strictement aucun. Aucun. Nous en avons doublé le nombre. Il n'y avait aucun système. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le garde des Sceaux. Arrive. Vous n'avez plus de temps de parole, Monsieur le garde des Sceaux. On ne va pas rentrer dans le débat. En tous les cas, je le fais. Le problème de la police, c'est la justice. Non, et puis des c'est ce qui était scandé. Et voilà, de ce qu'on peut organiser ou pas avec le ministre. Oui. Bon, bref. Il y avait aussi la police. Moi, ce que je veux dire surtout, c'est que le lapsus d'Éric Dupond-Moretti a fait beaucoup rire dans la police, forcément. Oui, alors là, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Comme vous, 0 x 2, ça fera toujours 0, mais voilà. Ça a fait beaucoup rire et ça diffuse beaucoup sur les réseaux sociaux. Par contre, l'aspect sérieux des choses, c'est que moi, je ne jetterai pas la pierre à mes collègues de la pénitentiaire parce que leurs conditions de travail sont hyper compliquées, difficiles et qui manquent énormément de moyens justement pour éviter qu'on se retrouve avec un individu comme celui-là qui puisse gérer son petit business avec son téléphone depuis sa cellule. Et on parle d'Amra. Et tout le reste. Ça, on parle de Mohamed Amra, effectivement, pour le citer nommément, et qu'il est temps de mettre vraiment les moyens pour nos collègues de la pénitentiaire pour que le travail soit fait correctement.